Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu improvisée à la dernière minute puisque j'avais prévu de tourner une vidéo à cheval, mais malheureusement il pleut depuis plusieurs jours donc c'était pas possible. Donc pour aujourd'hui je vous propose qu'on découvre ensemble le petit cadeau que j'ai reçu il y a quelques jours de la FFE. Il s'agit d'un manuel comme ceci, qui regroupe en fait les galops 5 à 9. Alors, je vais pas faire la comédienne en mode genre je découvre le livre parce que je suis une très mauvaise comédienne. Ceci dit, ce que j'avais remarqué sur la tranche du manuel au départ, j'avais vu tome 2. Je me suis dit, ah ils sont malins en fait, ils nous envoient le tome 2 pour qu'on achète le tome 1. Bon, au final, mauvaise langue puisque en fait le tome 1 est également dans ce manuel. C'est-à-dire que dans ce beau livre, en fait, il regroupe le tome 1 et le tome 2 des galops 5 à 9. Donc je vous propose qu'on le découvre ensemble. Donc ce nouveau guide, pour ma part, hein, je trouve qu'il est mis en page un petit peu bizarrement, c'est-à-dire que en fait, les programmes ne sont pas traités par niveau de galop, ils sont traités par sujet. C'est-à-dire qu'on commence avec le chapitre numéro 1, s'occuper du cheval. Ensuite, on a l'équipement du cheval. Ensuite, on a pratique à pied, pratique sur le plat, dressage, saut d'obstacle et crosse. Mais du coup, chaque sujet regroupe l'intégralité des programmes des galops 5 à 9. Donc, c'est assez bizarre. Quand je l'ai feuilleté la première fois vite fait, j'avais vraiment du mal à m'y retrouver. Peut-être que ça convient à d'autres. Après, moi, pour ma part, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, en fait, par exemple, le sommaire du chapitre 1, s'occuper du cheval, on a programme des galops 5 à 9, s'occuper du cheval et équipement. Donc, on a galop 5, poser des bandes de repos, les enlever, les rouler. Reconnaître et nommer les principaux morts de filet. Ensuite, on a galop 6, toiletter un cheval, prodiguer les soins, etc., etc. Donc, on a le programme par galop, mais qui concerne que les sujets du premier chapitre. Ensuite, quand on entame du coup le chapitre en tournant les pages, donc effectivement, on a ce qui était marqué sur ce mini sommaire, on va dire. Donc, c'est assez bien présenté, c'est assez bien mis en page comparé à d'autres livres de galop que j'avais feuilletés sur les salons, etc. Il y a des photos, il y a aussi des dessins. Il y a des petits zooms sur, donc il y a des petits pense-bêtes en fait sur le côté de la page, sur les choses importantes à retenir. Donc il y a beaucoup de photos. Moi je trouve ça toujours plus intéressant de lire un livre avec des vraies photos plutôt que des dessins parce que ça parle, enfin pour moi je trouve que ça parle mieux et ça fait un peu plus réel et ça permet de se projeter un petit peu plus sur ce qu'on est censé faire dans la vraie vie avec un vrai cheval. Les dessins, moi personnellement ça me parle pas trop. Donc là, par exemple, on a désinfecté une plaie. Donc voilà, une personne qui a une petite bombe avec et qui désinfecte une plaie au niveau du jarret. La palpation des tendons. Voilà, il y a plein de choses. Alors, la raison pour laquelle je vous fais aussi cette petite vidéo, c'est parce qu'en feuilletant comme ça, vite fait, je me suis aperçue de quelques petites choses qui m'ont un petit peu fait sourire. Donc, je voulais vous en faire part. Après c'est pareil, ça engage que moi, c'est mon petit œil critique de monitrice d'équitation, d'auteur aussi de livres, puisque j'ai écrit 2 livres qui sont aussi des guides pour les programmes de galop, justement, pour les galops de voltige. Voilà, donc j'ai pas une immense expérience en termes d'écriture de livres, mais voilà. Disons que mon passé fait qu'il y a certaines choses qui m'ont fait sourire et je voulais vous les partager. Donc là, par exemple, on parle de rouler les bandes, donc eux ils ont un appareil un peu spécial, donc effectivement ça a l'air très pratique. Par contre c'est un appareil que personnellement j'ai jamais vu dans un club. Moi je trouve ça beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique de rouler comme ça vite fait avec un anneau d'attache ou quelqu'un qui tient la bande au bout et en 2-2 c'est fait quoi. Après oui c'est pratique, pourquoi pas, mais je connais pas beaucoup de gens qui ont ça. De plus sur le galop 5 on est sur les bandes de repos de base dans le programme officiel et là en fait il nous parle des bandes de polo. Alors effectivement la page d'avant on est sur les flanelles, enfin quoi qu'il en soit, moi c'est vrai que dans les programmes que je suis en train de préparer ou quand j'enseigne
à mes élèves, je trouve ça un petit peu bizarre d'apprendre à mettre des bandes de repos au galop 5 et des bandes de polo au galop 7. On peut pas savoir mettre des bandes de repos sans savoir mettre des bandes de polo. Donc moi, personnellement, dans mon programme d'enseignement que j'utilise avec mes élèves, je fais l'inverse. Enfin, moi, au galop 4, en général, ils savent mettre les bandes de polo et au galop 5, ils savent mettre les bandes de repos. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est mon point de vue. Bon, forcément, les chevaux en train de marcher dans l'eau, à la mer, ça fait toujours rêver. Hein. Malheureusement, on n'y a pas tous droit. Hein. Alors, le bien-être du cheval passe par une bonne condition physique. Oui. Oui, c'est vrai, mais bon, il n'y a pas que ça, les gars. Hein. Bon, je vais pas tout lire, parce que sinon, on aurait pour 4 heures à faire cette vidéo, si c'est pas plus. Parce que vu le nombre de pages... Combien il y a de pages qu'on rigole? Ouais, il doit y avoir quelque chose comme 150 pages, quand même. Hein. Donc, je vais pas tout lire. Hein. Je passe vite fait et j'essaye de relever un petit peu les choses qui me font sourire. Donc là, on a sur toiletter, tresser le cheval, effectivement, des magnifiques photos du cadre noir, avec les rubans, etc., une belle photo d'un bel alignement de pions, c'est pareil, des pions aussi bien faits dans des clubs, j'en ai pas vu beaucoup, hein, ça se voit que c'est le cadre noir. Le damier sur la croupe, c'est vrai que c'est un peu tradition du cadre noir, c'est pareil, ça se voit très très peu dans les clubs ou sur les concours. Mais c'est bien de garder la tradition. Ça, les photos sont très jolies, et je trouve que c'est bien de revenir un petit peu aux traditions, parce que... ça se perd un peu et à force de démocratiser, on finit par faire un peu n'importe quoi. Donc, c'est bien quand même de montrer ce qu'on peut faire et qu'on peut faire les choses bien aussi. Pas toujours se contenter de l'approximatif. L'équitation n'est pas un sport d'approximation. Faut pas l'oublier. Tresse d'encolure finie avec de la laine. Oui, ça aussi, c'est de la tradition, sauf que sur la photo, elle n'est pas très très bien faite, leur tresse. Hein. Moyen. Alors, il parle aussi de ne jamais couper les fanons. Hein, les gens qui tondent les jambes de leurs chevaux, ne coupez pas les fanons. Bon, ok, vos chevaux ils vivent en boxe, mais quand ils sont dehors et qu'il pleut, c'est bien utile. Ça a un effet gouttière, les fanons. Faut jamais les couper. Sinon, ça fait des gerçures au niveau du pli du pâturon et ça fait mal. Et après, il faut soigner. Et franchement, je vous au docteur, moi personnellement, j'aime pas ça. Hein, donc, si vous, ça vous amuse, c'est votre problème, mais si moi, je peux éviter de jouer au docteur, ça m'arrange. Donc, il y a les différentes tontes. Alors, je lis pas tout, mais j'espère quand même à un endroit, il marque que la tonte n'est pas obligatoire. Parce que non, la tonte, c'est pas obligatoire. Hein. Avec des crampons, il faut marcher prudemment au pas sur sol dur. Oui, donc ça, c'est dans la petite case à retenir. Oui, enfin, autant que possible, c'est toujours mieux d'éviter quand même. Hein, parce que le cheval, c'est un peu comme s'il marchait des talons aiguilles. C'est pas forcément très confortable. Hein, donc, le sol dur, on évite au maximum. Alors, canon droit, canon simple brisure, canon double brisure, mort simple. Bon, alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi ils disent toujours mort simple ou chantilly? Là, on est passé dans le chapitre 2, l'équipement du cheval, hein, pour que vous suiviez un petit peu. Mort simple ou chantilly? Ben non, en fait, c'est juste un mort chantilly, les gars. Pourquoi mort simple? Oui, c'est un mort simple, comme tous les autres qui sont présentés sur cette page. C'est un mort chantilly, puisque l'anneau coulisse dans le canon, donc c'est un mort chantilly, point. Pas chercher plus loin. Alors, que disent-ils justement sur les enraînements en voltige? Ça m'intéresse. Donc, ils sont utilisés en voltige car ils permettent de stabiliser le cheval dans une attitude qui facilite l'évolution et la sécurité du voltigeur. Alors, oui, mais pas que. Les enraînements en voltige, ça sert également à maintenir le dos du cheval dans une bonne posture parce que voltiger, faire des figures notamment à 2 ou à 3 sur un cheval qui a le dos creux, déjà c'est dangereux et totalement inconfortable pour le ou les cavaliers. Et de 2, je sais pas, mettez-vous à 4 pattes avec un dos creux et faites monter quelqu'un à genoux sur votre dos, vous allez le sentir. Faites l'expérience. C'est là que vous allez comprendre à quoi servent les enraînements. Après, oui, il y a des chevaux qui se tiennent naturellement, mais en général, ils y restent pas très longtemps dans la bonne posture. Donc c'est à ça que servent les enraînements. Ça sert aussi à les garder dans une attitude concentrée, le fait d'avoir les enraînements. Alors là, on a des belles photos. On a une magnifique photo en trek. Une très jolie photo avec la lavande assortie avec le cheval et le cavalier habillés en couleur lavande. Elle est très très jolie la photo. On a une belle photo aussi d'Alizé Froment avec son petit poney là, qui est juste trop mignonne. J'aime beaucoup ce que fait Alizé Froment. Encore du trek.
Donc, conduire son cheval à pied, les deux rênes dans une main. Donc là, on est sur le chapitre 3, pratique à pied. Alors là, on est vraiment sur de la pratique à pied et non pas du travail à pied. Parce qu'en fait, là, on a des chevaux qui sont sellés et bridés. Donc après, pourquoi, comment, oui, ça peut être utile, mais moi, je m'attendais plutôt à avoir du travail à pied. Donc en licol, quoi. Ah, il y a des photos de voltige. Là, ça va être drôle. Alors, le cheval à la longe. Ok, en voltige, le longeur veille à la régularité du déplacement du cheval. Il tient la chambrière d'une main et la longe de l'autre. Ici, François Attimon et Lambert Leclésio, tous deux médaillés d'or aux Jeux mondiaux de 2018. Alors là, on a les différents types d'attaches pour la longe. Sur le cafeçon, en gourmette. Alors ça, je comprends pas. C'est quoi côté mousqueton? Ah oui, d'accord, ok, c'est le même... c'est en gourmette, mais vu de deux côtés différents, d'accord. En colbert. Ok, et en direct? Ils font pas en direct? Parce qu'en direct, ça se fait et c'est même obligatoire en voltige en compétition. Donc c'est bien de le savoir. Donc déjà, c'est bien de parler de la voltige, mais si vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est un petit peu dommage, les gars. Donc tenir la longe. D'accord. Alors là, on est d'accord que sur la description de la photo de François, Lambert et Poivre Vert, il disait bien, il tient la chambrière d'une main et la longe de l'autre. Et quand on tourne la page sur comment tenir la longe, quand on longe son cheval, en fait, il nous met tenue correcte du flot de la longe ici avec la chambrière. Alors moi, personnellement, pour passer ma vie allongée en enseignant la voltige, j'ai énormément de mal à guider mon cheval de la main avec laquelle je tiens la longe et en ayant la longe dans les deux mains, en fait. J'ai énormément de mal à agir avec mon bras parce que ça coince. Donc je trouve que c'est quand même vachement plus pratique de vraiment tenir l'ensemble de la longe et le flot de la longe dans une main et dans une seule main et la chambrière de l'autre. Surtout qu'en voltige, on a des grandes chambrières et du coup, quand on doit faire des grands mouvements comme ça, c'est quand même assez compliqué quand on a la longe qui passe entre nos deux mains. Après, c'est mon avis, chacun fait comme il veut. Mais voilà, c'est de l'expérience que j'ai à longer mes chevaux depuis 15 ans très souvent. J'avoue que c'est pas toujours facile. C'est comme tenir la chambrière devant. Oui, quand on doit renvoyer son cheval au niveau des épaules, on la met devant, mais on la garde pas tout le temps devant. Le mieux, c'est aussi d'apprendre à son cheval à être autonome. Donc, on va la mettre plutôt derrière et la ramener vers la queue ou vers les épaules quand c'est nécessaire. Bon, après, voilà, c'est ma façon de faire. Chacun fait comme il veut. Alors là, il parle de faire sauter un cheval à la longe. Ce que je trouve particulièrement bien, notamment pour les jeunes, pour qu'ils apprennent le mouvement sans avoir un clown qui leur gigote sur le dos. Par contre, sur la même page, il parle de longer avec les enraînements. Alors, je ne vais pas tout lire, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous demander de faire sauter un cheval à la longe avec des enraînements. Parce que ça, par contre, personnellement, je ne suis pas trop pour. Après, c'est pareil, chacun fait comme il veut. Alors là, on a une autre photo de voltige. La qualité du travail du longeur est décisive en voltige. Oui, c'est vrai. Alors, il y a marqué sur le petit côté François Attimon et Poivre Vert. Sauf que, si on regarde bien, ce n'est pas Poivre Vert. Parce que Poivre Vert, il me semble bien qu'il était baie brun foncé. Celui-ci est noir. Celui-ci a un surfait blanc. Je ne crois pas qu'au Pôle France, ils aient des surfaits blancs. Peut-être je me trompe, mais je ne crois pas. Les filets blancs, c'est pareil, ça se fait plus trop. Et surtout qu'au bout de la longe, ce n'est pas du tout François Attimon et le voltigeur, ce n'est pas non plus Lambert Leclésio. Donc, moi, alors je connais pas tout le monde vraiment à haut niveau, mais là, il me semble que ce monsieur-là, c'est un longeur des écuries de la Cigogne.
Et ce n'est pas François Timon. Après, c'est la même compétition que la photo qu'il y avait quelques pages auparavant avec François Timon. Là, je le reconnais bien. Parce qu'il y a les mêmes drapeaux, il y a la même décoration derrière. Elle est prise par le même photographe. Mais effectivement, là, sur la photo, Lambert, il a un surfait noir. Et celui-ci, il a un surfait blanc. Donc, ce n'est pas du tout ni le même cheval, ni le même voltigeur, ni le même longeur. Désolée la Fédé, je crois que vous vous êtes trompés. Alors là, dans le chapitre des longues graines, ils nous apprennent à faire des têtes au mur aux longues graines quand même. Hein. C'est assez poussé comme délire. Hein. Après, ok, ça va jusqu'au galop neuf. Mais le truc, c'est que si on revient pas au sommaire, en fait, quand on tourne les pages les unes après les autres, on ne sait pas à quel niveau cet exercice-là est demandé. Donc c'est assez compliqué pour réviser et pour savoir ce qu'on est censé apprendre à nos cavaliers, en fait. Tête au mur aux longues graines. Moi, j'ai des cavalières qui font des longues graines avec les poneys. Elles préparent leur galop 5. Je ne crois pas que ce soit au galop 5, ça. Hein. Mais ouais, c'est assez difficile de s'y retrouver dans le manuel. Oh, un petit cœur avec Jean-François Pignon. Ça, c'est trop mignon. Trop belle, cette photo. Alors, ensuite, on a de l'équifile. J'aimerais bien tout lire pour vous faire un débrief, mais bon, ça va prendre trop de temps. Et là, par exemple, je vois vite fait, en ziotant, qui parle à la fois de cheval en liberté, que de pratique en liberté, que de connexion, que d'équifile. Et là, on parle d'équitation éthologique. Je serais curieuse vraiment de savoir s'ils font la part des choses entre vraiment tous ces trucs-là, qui peuvent se ressembler un petit peu et auxquels c'est vrai qu'on se mélange pas mal. Mais voilà, je serais curieuse de savoir si vraiment ils ont fait la part des choses ou pas. Parce que non, l'équitation éthologique, c'est pas pareil que l'équifile, c'est pas pareil que le travail à pied, c'est pas pareil que l'éthologie. C'est toutes des choses différentes. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien juste ici. Alors là, le trek, ils nous font un test d'immobilité, sauf qu'il n'y a pas de zone délimitée. En plus, il y a de l'herbe, ils sont pas sympas. Moi, ça serait les miens, il sera les bouffer. Hein. Le cheval, il est bien gentil sur la photo. Hein. Mais ouais, il parle d'un cercle de 10 mètres, sauf que là, sur la photo, on ne le voit pas, le cercle de 10 mètres. C'est un petit peu dommage, du coup, on se rend pas vraiment compte. Mais la photo est chouette, sinon. Oh, Lorenzo. Page 63, on a notre ami Lorenzo, avec ses chevaux. Dans un espace naturel très ouvert, Lorenzo indique à ses juments comment se placer par couleur de robe à sa droite et à sa gauche, en les appelant par leur nom et avec l'indication de la chambrière. Alors, j'ai un petit doute, Laurent, il faudra que tu me confirmes. Il me semble que les juments, ce sont les noirs. Et il me semble que dans les gris, ce ne sont pas que des juments. Il me semble que tu as des hongres aussi. À confirmer, mais il me semble bien. Je pense qu'ils ont un petit peu joué la facilité là aussi. Ça fait partie des petites choses qui me font sourire. Je ne suis pas sûre de moi à 100%, mais ça me fait sourire. Voilà. Alors, pratique sur le plat et dressage. Ah oh, alors là, il y a un sacré programme, hein, parce qu'il y a une page recto verso de choses à apprendre pour le galop 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, là, d'un coup, quand on passe à la partie à cheval, il y a beaucoup de choses par rapport à la partie théorie, soins et travail à pied. Hein. Il y a énormément de choses. Donc c'est pareil, je ne vais pas tout lire, sinon on en a pour 4 heures. Pratique sur le plat. Bon, on a un cavalier un petit peu constipé, mais bon, ça va, c'est pas si molle. Descends tes talons, hein, et ça ira mieux. Échelle de progression. Alors, correction de l'allure, souplesse des contractions, qualité du contact, impulsion, rectitude, rassembler. Ça s'arrête à 6. Ouais, en même temps, après le rassembler, il n'y a plus grand-chose. Ouais. L'impulsion en 4, mais le problème, c'est que si on n'a pas d'impulsion, le contact... Ouais. Je crois que ça fait trop longtemps que je suis pas montée à cheval. Ça va plus du tout. Vivement que je m'y remette. Cavalière assise dans une bonne position. Alors pour ça, ils sont allés faire un dessin. Ils sont pas allés chercher une photo. Hein. Bassin en rétroversion, bassin neutre, bassin en antéversion.
Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Une cavalière, soi-disant, de je sais plus quelle discipline, si c'est du complet, du CSO ou du dressage, qui apparemment avait un sacré niveau, hein, je sais plus qui c'était ni rien, mais sur le cheval mécanique, elle travaillait sa position au trot assis, ouais, bah, franchement, elle était très en antéversion, donc très cambrée, et la coach derrière lui disait c'est bien, c'est parfait, c'est la position quasi parfaite. Non, en fait, non. Bah non, même là, ils le disent. Non, non. C'est bassin neutre, la position parfaite. Après, moi, en voltige, je préfère qu'ils soient en rétroversion, donc bien sur leurs fesses, histoire d'apprendre à fonctionner et qu'après, petit à petit, ils se redressent, plutôt qu'être cambré, parce que quand on est cambré, on ne fonctionne pas, en fait, les gars. On ne fonctionne pas du tout, même. Donc, asseyez-vous sur vos fesses. Avoir du liant. Oh, ça, c'est proprioception, gainage. Ouh, ça, pour les cavaliers, c'est un peu des gros mots, ça. Nous, pour la voltige, on connaît très bien. Oh, il y a même des exercices à faire au sol pour améliorer les qualités physiques. Dis donc, pour des cavaliers, c'est rare, mais c'est bien. Ouais, nous, en voltige, on connaît bien tout ça. Mais alors, ouais, c'est vraiment des gros mots pour les cavaliers. Pour certains cavaliers. Il y en a qui sont sérieux quand même. Cheval sur la main. Ok, le bon contact. Alors, justement, j'aimerais bien faire une vidéo. Si un jour, je trouve un cavalier qui a un sacré niveau en dressage, j'adorerais faire une vidéo sur la différence entre un cheval sur la main, dans la main et en main. J'ai un peu de mal à faire la différence et j'adorerais trouver un bon cavalier qui nous explique. Chapitre 5. Donc on a les lettres sur la carrière de dressage. Alors c'est vrai que vu comme ça de côté, ça fait un peu brouillon quand même les lettres qu'ils ont rajoutées à la photo. Ça aurait été mieux vu du dessus quand même. Mais bon. Chapitre 6. Saut d'obstacle. Ah, on parle du record du monde établi le 5 février 49 au Chili avec une hauteur de 2,47 m sur une barre de spa comptant 9 plans. Quand même, ah oui, c'était sacrément montant. Hein. Heureusement, parce que vu la hauteur, il faut que ce soit sautant quand même. Alors ça c'est hyper intéressant pour les enseignants qui débutent l'enseignement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas souvent formé à ce genre de choses et on a rarement des instructeurs qui nous donnent les clés. Et ça, c'est très bien d'y avoir pensé. La Fédé, franchement, bravo pour ce point-là. Il y a les distances à mettre entre les barres en fonction des poneys, des chevaux, en fonction des 4 foulées, 5 foulées, 6 foulées, l'amplitude moyenne. Enfin non, c'est assez... je ne vais pas détailler le tableau, mais non, ça a l'air assez complet. Ah, il y a même marqué déconseillé à certains endroits par rapport aux différents types d'obstacles sur une ligne, ce qui est déconseillé de mettre. Non, là, comme ça, à première vue, ça a l'air assez bien fait. Le jeu des articulations sur la posture en équilibre lors d'un saut. Ça serait peut-être bien que certains cavaliers d'obstacles à haut niveau lisent cette partie-là. Hein, parce que des fois, ce qu'on voit sur certaines compétitions, c'est pas joli. Hein. Ça a beau gagner, je ne citerai pas de nom. Je pense que tout le monde sait de qui je parle, mais la position, lol, parfois, on se demande à quel moment le cavalier et le cheval vont mourir quand ils vont sauter les barres. C'est pas trop un exemple à suivre. Donc là, on n'est plus sur un cavalier de Hunter, apparemment, pour avoir vraiment toutes les différentes phases du mécanisme du saut. Il vaut mieux demander ça à des cavaliers de Hunter qu'à des cavaliers de CSO. Hein. Ce n'est que mon avis, mais ça n'engage que moi. Mais c'est quand même plus propre, le Hunter. Un peu plus ennuyeux, certes, mais plus propre. Les Kiffen. Magnifique, un petit enfant sur un poney qui est en train de sauter une petite barre de 20 cm avec ce qu'on appelle le cul dans la brouette. Ce que j'appelle personnellement un passager clandestin. Ce que mes chevaux détestent. Alors là, on a bien une photo sur la caresse à l'entrée de piste.
d'un cavalier d'obstacles apparemment. Alors effectivement, il fait une bonne caresse, tranquille. Mais alors pourquoi on caresse comme ça, de cette manière, à l'entrée en piste? Et pourquoi on fait des espèces de grosses tapes? Et plus on est content et plus on tape fort à la sortie de piste. Ça, faudra m'expliquer quand même. Ah, ben voilà. Quand on parle du loup, Pierre Durand avec Japlou en 88. Toute la team des JO de Montréal en 76. La team de 2016. Alexandra Lederman et Rocher M. On les oublie pas, ceux-là. Les seuls JO de CSO que j'ai suivis dans ma carrière. Médaille de bronze aux JO d'Atlanta en 96. Ça, c'était une sacrée cavalière. La partie cross. Ah, il y a les techniques aussi. Comment aborder les différents profils d'obstacles. Ça, c'est pas mal aussi. Ça peut être hyper intéressant. Les différents dispositifs de sécurité qu'il y a sur les obstacles fixes maintenant. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'à l'époque, tu touchais, t'étais mort. Hein. Maintenant, heureusement, il y a des normes de sécurité sur les obstacles. Un peu comme en CSO. Ça fait quand même moins de morts. Donc là, on a fini le tome 1 et on va passer au tome 2. Donc le tome 2, toujours la préface de notre cher président Serge Lecomte. Toujours un petit peu de pub pour les différents manuels édités par la Fédération française d'équitation. Le plan de comment est constitué le manuel. Donc là, on est sur le même principe. Hein. On se retrouve la présentation, les connaissances du cheval et les connaissances générales sur le tome 1. C'est bizarre d'ailleurs, ils ont mis le tome 2 avant le tome 1. Ah non, pardon. Donc, les connaissances du cheval. Donc là, en fait, on est sur la partie théorie. Donc, les connaissances. Même principe, hein, toujours le sommaire au début avec les 5 galops et les différents thèmes qui s'y rapportent. Et ensuite, c'est par chapitre. Et après, c'est tout mélangé. Donc, démerdez-vous avec ça. Alors, forcément, on parle des fameux labels, dont la mention bien-être animal. Hein, faut bien prêcher pour sa paroisse, comme on dit. Hein. Voilà. On parle des chaleurs, on parle de la reproduction. Donc ça, il me semble que c'est au programme du galop 7. La naissance, le développement du poulain, le transport du cheval, le squelette. Donc ça, c'est galop 5. Alors là, ils nous ont fait une photo d'un vrai squelette comparé aux autres bouquins où c'est un dessin. Ah, puis on a même certains noms des os qu'on n'a pas dans certains autres bouquins. Ça, c'est intéressant. Atlas, Axis, on l'a pas dans les autres bouquins. Là, il y a vraiment le squelette des membres qui est détaillé. C'est assez intéressant. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils nous ont mis les noms des muscles aussi? Ah ben oui. Trapèze, rhomboïde, grand dorsal, dentelé ventral du thorax. Ah oui, là, c'est hyper détaillé par rapport au livre de galop qu'on trouve pour les gamins. Oui, là, il y a les noms des muscles. Bon, pas tous, parce qu'il y en a un certain nombre quand même. Mais il y a les noms des muscles principaux. Ça, c'est intéressant. Influence de la position de l'encolure et du dos. Oui, ça aussi, c'est intéressant. Bon, après, les parties du fer, ça, les gars, c'est galop 3. Hein, donc, on va pas insister là-dessus. Différents types de fer, toutes les parties du pied, c'est hyper détaillé. Ça, c'est... Ils ont bossé, les gars, quand même. Hein. Les tares molles, les tares dures. Ah, il y a toutes les blessures qu'on peut trouver sur les membres aussi. Waouh, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait peur, même. Les dents. Les dents, c'est galop 2, les gars. Si galop 7, vous savez pas ça, ça craint. Donc c'est un peu plus détaillé, mais disons que c'est détaillé un peu comme un livre de grand. Et pas un livre de galop 2, quoi. Mais en soi, c'est la même chose. Ah, l'âge du cheval par rapport aux dents. Ça, c'est intéressant aussi comme page. Parce qu'on sait qu'on lit l'âge du cheval par rapport à ses dents, mais on ne sait jamais comment. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Le système alimentaire, ça il me semble que c'est égal au 4 par contre. L'alimentation, oui ça c'est égal au 2, mais bon c'est pas grave, on le remet égal au 5, 6, 7, 8, 9. Alors dessin représentant un cheval maigre, un cheval en bon état et un cheval gras. C'est compliqué de se faire une idée par rapport à un dessin. Ça, bof bof. La dermite, les crottins, le veto, les défenses, indicateur de bien-être, indicateur de mal-être, les maladies. Ouais, c'est assez détaillé quand même, hein. On n'est pas sur ce qu'il y a sur les autres bouquins. Les races, alors les races, il me semble que c'est égal au 2, égal au 3. Hein. Égal au 5, vous êtes censé quand même en savoir un certain nombre. Les différents types de pie, ça c'est égal au 5. Il y a des belles photos. Ils sont allés chercher vraiment des belles photos là, ça fait plaisir. Ils sont un petit peu creusés la tête, c'est cool. Ouais, ça c'est chouette parce que les dessins c'est pareil sur les robes, c'est un peu moyen. C'est un peu dur de se faire une idée avec ce qui se passe dans la vraie vie surtout. L'histoire du cheval, la domestication. Bon là on est vraiment dans la partie historique. On revient toujours au cadre noir pour la partie art équestre et histoire. Les équipes médaillées. La FFE, forcément. Statut, rôle et mission. Comme quoi, ça sert à rien de le mettre au galop 1, ça. Donc là, on parle pendant plusieurs pages de la FFE, de la FEI et de toutes ces instances-là. L'IFCE, les rats nationaux, l'environnement agricole, la filière cheval, les courses. Bon, là, c'est vraiment un petit peu le côté un peu paperasse de l'équitation, j'ai envie de dire. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est vrai que c'est pas ce qui me fait rêver le plus. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu d'histoire et de savoir comment ça fonctionne. Ah, Manon Moutinho! Voilà, ça c'est une jolie photo. Notre championne du monde en titre. Et nouvelle entraîneuse nationale, je crois. Il me semble bien qu'elle remplace David Delair maintenant. Les 6 points de référence, présentation. Alors là, on est sur des pages que j'ai pas bien compris pourquoi, comment, à quoi ça sert. Présentation, objectif. Bon, c'est pareil, je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup à lire, mais ça a l'air pas mal. À échelle au niveau club poney amateur 3. Alors ça, c'est l'échelle de notation pour les juges en dressage. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment l'échelle qui nous enseigne quand on passe les formations juges. Alors là, on a un lexique avec tout qui est expliqué en mode un petit peu dictionnaire. Tous les mots un petit peu bizarres. Toujours un petit peu de propagande pour la FFE avec la licence, une évidence. Et voilà, on arrive sur la fin de la présentation de ce manuel. Ne peut être vendu, donc à mon avis, cet exemplaire-là, vous ne pourrez peut-être pas le trouver dans le commerce. Je pense qu'il a dû être envoyé seulement au club, aux dirigeants de club. Bon, je trouve qu'il est pas mal fait, franchement. Mais voilà, c'est juste que ça me chagrine un petit peu ce côté 5 galops d'un coup, tout mélangé. C'est un peu dommage. Mais après, je pense que si vraiment on se met dedans, ça peut être pas mal. C'est juste que du coup, on ne sait pas trop ce qu'on doit apprendre au galop 5 et ce qu'on doit apprendre au galop 9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu du blabla, mais bon, au moins vous savez que ça existe et puis vous savez un petit peu les actualités de la Fédé par rapport à leurs ouvrages. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour la dernière vidéo de l'année, une vidéo très importante et j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous.